Journée tout à fait passionnante. Je vais tenter en quelques minutes de vous donner les principales caractéristiques de la transplantation hépatique pour neuropathie amyloïde. Donc ce premier fond d'écran pour dire deux ou trois choses. D'abord que la greffe hépatique, c'est une énorme opération chirurgicale avec 4 sutures dans un climat digestif. Donc c'est déjà, ça ouvre à toutes les complications donc chirurgicales et infectieuses. Deuxièmement, ce gros foie là, c'est, vous savez, quand on le coupe en 2 ou 3, il peut régénérer, donc c'est une vertu fantastique du foie et qui permet d'augmenter potentiellement les greffons. On verra que c'est en fait tout à fait limité. Et troisièmement, le foie, c'est un cimetière à lymphocytes par bien des aspects, si bien que les patients transplantés, une fois qu'ils ont dépassé le cap post-chirurgical, ont une assez bonne tolérance de leur greffon. 20% peuvent se passer de toute thérapie immunosuppressive et la plupart des autres reçoivent des thérapies faiblement dosées. Donc un prix d'entrée à payer très cher, avec une mortalité entre 3 et 10% suivant les patients la première année, puis après une vie plus de bonne qualité et de bien meilleure qualité, évidemment. Donc l'historique de la transplantation, vous le connaissez en neuropathie amyloïde, la première transplantation en Suède, en France à l'hôpital Paul Brousse en 93, la première transplantation domino, le greffon, le foie natif des patients avec neuropathie peut être utilisé, marche parfaitement bien et donc peut être utilisé au moins à court terme et c'est fait dans des indications très spéciales. En 1997, j'ai fait transplanter une patiente qui était VIH, donc à l'époque, le statut VIH était une contre-indication. Cette patiente a été ensuite traitée virosupprimée pour le virus d'hépatite C. Elle est toujours vivante en bonne condition. Elle a eu des enfants, mais malheureusement, la maladie, le greffon domino qu'elle a reçu, est en train de développer des signes tout à fait importants. En 1999, il y a eu cette initiative tout à fait passionnante encore de mon maître Henri Bismuth et de son équipe, avec Daniel Azoulay au premier plan, 1 fois pour 3. On prend le receveur qui avait une neuropathie amyloïde, qui était un patient pas trop menu, a reçu donc un greffon régulier, entier, de cadavres, et on a pu partager son foie de neuropathie amyloïde pour sauver 2 personnes, quelqu'un d'un tout petit gabarit qui a reçu le foie gauche, plus une partie du segment 4, qui est entre le foie gauche et le foie droit, et puis l'autre receveur, plus à peu près 66 kg, a pu recevoir le foie droit sans complications. Et donc, ce cas reflète bien toutes les jongleries qu'on est capable de faire pour obtenir des greffons. Et donc, elle résume bien toutes les possibilités d'essayer de diminuer la pénurie de greffons, qui est en fait la seule chose importante à retenir dans cet exposé. C'est qu'il y a une pénurie de greffons. On n'a pas eu trop l'impression dans les exposés précédents qu'il existait une pénurie de greffons, mais tout est centré là-dessus en transplantation. Les indications semblent s'être ralenties depuis le tafamidis, et c'est bien logique, étant donné les résultats de ce médicament. Donc, dans les 3/4 des cas, on indique une transplantation parce que le foie ne marche pas. Il ne marche pas de manière chronique, c'est en jaune, ou il ne marche pas de manière aiguë, c'est en rouge. Et là, le patient va tirer un bénéfice énorme de la transplantation, puisque l'on transplante un foie qui ne marche pas. Dans plus d'un quart des cas, et de manière de plus en plus croissante, on transplante des gens qui ont un foie qui marche bien. On les transplante parce que ce foie a développé des cancers, et à long terme, la seule chance des patients, c'est de se faire remplacer ce foie qui fera tout le temps des cancers du foie, primitifs. Et puis, vous voyez que la proportion de greffons utilisés pour des maladies métaboliques est très très ténue, et la neuropathie amyloïde représente moins de 1% des patients transplantés sur Terre. Ça, ce sont des vastes registres européens avec des dizaines de milliers de patients sur 22 ans. Donc, 2 types de transplantation. Quand le foie ne marche pas, et là, on est guidé par le MELD. Le MELD, c'est un algorithme avec la bilirubine et l'INR. Et vous imaginez bien que plus la coagulation est épouvantable, plus la jaunisse est forte, plus l'insuffisance rénale est grande, plus le patient qui est porteur de cette insuffisance hépatique va mourir vite. Et la transplantation offre un bénéfice à court terme, on va le sauver, et à long terme, il va vivre longtemps, avec une excellente qualité de vie. Et c'est l'attribution de ces greffons qui est privilégiée dans l'ensemble du monde. Vers ces patients, on va avoir une rentabilité, un utilitarisme de ces greffes maximum. Mais il y a le principe également de justice. À ce moment-là, on ne transplanterait que des gens avec la jaunisse, ce n'est pas possible. Il y a plein de gens qui peuvent tirer parti, alors que leur foie marche bien, d'une transplantation, et c'est le cas du cancer du foie, et puis c'est le cas assez anecdotique, mais qui nous intéresse aujourd'hui, de la neuropathie amyloïde familiale.
Donc le bénéfice dans ce dernier groupe n'est qu'à long terme. À court terme, c'est une mortalité, une morbidité qui est accrue. Et dans ces indications, il n'y a pas d'amélioration clinique. Et également dans ces indications, les systèmes d'allocation ne sont pas forcément très contributifs, très généreux. Et on va avoir la tendance d'utiliser, surtout pour le cancer du foie, des donneurs à critères étendus. Un donneur à critères étendus, c'est tout simplement un donneur qui, il y a 10 ans, ont été refusés par les transporteurs. Donc c'est une définition. Donc la pénurie, la transplantation, ça marche tellement bien que plein de gens veulent être transplantés pour une insuffisance hépatique ou pour un cancer du foie. Il y a toujours 2 fois plus de patients qui attendent. Il y a des gens, donc toujours une croissance inexorable. Oui, voilà. Une croissance énorme des gens qui sont candidats, la transplantation stagne, le nombre de patients qui meurent ou qui sortent de liste par aggravation augmente, et tout le problème de la transplantation, tout l'intérêt, toute la marge d'amélioration que nous avons dans cette technique extraordinaire qu'est la transplantation hépatique est dans l'optimisation des donneurs. Alors comment faire pour distribuer la pénurie entre patients qui ont des mobiles tout à fait différents? On a établi un score foie qui est tout à fait merveilleux, qui est assez étrange. On se trouve dans une situation où il y a une compétition entre patients. En médecine, il n'y a pas de compétition, d'habitude, dans les pays encore riches. Mais là, il y a une compétition qui concerne des pays riches, justement. Donc, principe d'efficacité, plus le patient est grave, plus il a un MELD grave, donc c'est une mauvaise nouvelle, il va mourir. Bonne nouvelle, vous allez être transplanté dans la semaine. Et quand les patients n'ont pas cette chance ou cette malchance d'être gravement atteints, par principe de justice, on pondère, on se débrouille pour que les autres indications puissent accéder aux 1800 ou 1000 points qui vous mettent en tête de liste. C'est une liste nationale dirigée par l'Agence de biomédecine où à chaque greffon, on va appeler et rescorer tous les patients qui attendent et on va leur rajouter éventuellement des points. S'ils ont un petit cancer du foie, à partir de 12 mois, 200 points par mois. Un plus gros cancer, à partir de 6 mois. Non, mais il faut comprendre, donc je vois que je vous apprends des choses. Dans les maladies non cirrhotiques, 300 points par mois. En cas de retransplantation, ils sont un peu peints quand même. Et dans le cas qui nous intéresse, les composantes experts, la neuropathie amyloïde, eh bien là, le patient, dans le système actuel, grâce aux experts qui attribuent ces points, eh bien, nos patients avec neuropathie sont assez bien servis, puisque à partir, voilà, monsieur Intel, à partir de 12 mois, de groupe A, aura 800 points. Eh bien, il revient s'installer à l'hôpital dans 12 mois, et le lendemain, il est transplanté. Et donc, le patient, surtout si le patient est tout à fait midis ou est stable, on est donc dans un système qui sert bien nos patients. Je passe les choses plus complexes pour pondérer ce. Donc, on utilise de plus en plus d'autres solutions que le greffon cadavérique. Et parmi les greffons non cadavériques, non réguliers, voilà, il y a le don familial qui est la forme majeure de transplantation dans le monde. En Europe, c'est anecdotique, c'est la forme majoritaire en Asie. Donc le monde, c'est l'Asie, c'est donc la forme majoritaire sur Terre, de très très loin. Mais parce que ces pays n'ont pas développé de dons cadavériques. C'est autorisé par la loi, par les religions, mais dans les faits, il ne se passe rien. Et c'est les familles qui donnent. Nous, on a une situation tout à fait inverse. On peut partager les foies en deux. Alors ça, c'est pas mal. Plutôt que de partager le foie en deux d'un pauvre donneur familial, pourquoi ne pas partager le foie en deux d'un donneur qui sera 2 fois plus utile? Et ça, c'est pas assez fait. Sauf quand M. Bismuth était en forme dans les années 99. Le foie domino, qui est une ressource minime, mais extrêmement précieuse. Et puis, on arrive également à la notion de donneur à cœur arrêté, mais c'est un peu dégoûtant et je préfère passer. 80% des cadavres des patients sont transplantés avec des foies stade 4 et on étend ce pool de donneurs grâce aux critères étendus. Donc on commence couramment à transplanter avec des greffons de 80, 90 ans. Les temps d'ischémie sont en train de s'allonger. Nous allons avoir des pompes qui pourront doubler le temps d'ischémie et donc de transport des organes d'un lieu de prélèvement au lieu de greffe. La stéatose reste un ennemi terrible et les équipes, dès qu'il y a un peu de stéatose, rejettent le greffon. On peut également greffer dans certaines circonstances des donneurs à partir de donneurs infectés. Donc on peut assez bien prédire les greffons qui sont formidables,
un jeune avec 5 heures d'ischémie sans stéatose, et puis un greffon qui peut être épouvantable, quelqu'un de 90 ans avec de la stéatose et un temps de transport très prolongé. Néanmoins, cette politique pragmatique a permis de doubler le nombre de donneurs ces dernières années. Alors, la greffe domino, vous savez que le foie est parfaitement sain lors d'une neuropathie amyloïde, il est parfaitement fonctionnel. Il faut un peu modifier la technique de prélèvement, car quand on fait une greffe domino, il faut penser donc à implanter le greffon. Donc il y a une petite complication quand même avec la veine cave qui est toujours resséquée et qui nécessite la mise en place d'une pompe véno-veineuse pendant la greffe. Donc un peu de surmorbidité. Le patient avec neuropathie qui donne son foie en domino a une petite surmorbidité en plus. Et puis, vous le savez très bien, ce domino induit une amylose chez le receveur. Elle est possible, elle n'est pas toujours tardive, malheureusement, si bien que ces greffons, on ne les utilise que pour des patients qui n'ont pas accès aux poules de greffons, pour des mauvaises indications. Donc, finalement, le domino ne réduit pas la pénurie. Elle permet de faire des mauvaises indications. Et c'est un grand paradoxe. C'est une chance pour ces patients à échelon individuel, mais c'est une sorte de paradoxe où finalement ça ne résout pas du tout notre problème de pénurie. Et puis, rappelons quand même que c'est la démonstration expérimentale que la TTR mutée qui vient du foie est responsable, est suffisante en tout cas, est suffisante pour induire une réelle neuropathie chez le receveur. Quelques exemples, donc une vieille diapo, et c'est volontaire, il n'a pas fallu très longtemps, et il n'a pas fallu beaucoup de recul et de beaucoup de patients pour voir qu'il y avait déjà des cas chez les receveurs de greffons domino amyloïdiens, d'amylose de novo. Et je vous parlais tout à l'heure de ma patiente Catherine, qui 14 ans après la transplantation développe les premiers signes cutanés et est bien embêtée d'ailleurs. Alors cette transplantation, vous le savez tous, je ne vais pas m'étendre, elle marche. Elle marche. Là, on a la survie à 10 ans chez les patients avec la mutation la plus fréquente, 2/3 des patients ont la mutation 30. Visiblement, cette courbe de survie et la qualité de cette courbe de survie n'a absolument rien à voir avec ce que l'on aurait vu sans transplantation. Alors peut-être, voilà, les médicaments doivent concurrencer cette survie-là et ils pourraient, je pense, éventuellement le faire dans le futur, je l'espère. Il est bien connu que la transplantation est moins bonne pour les autres mutations en raison des atteintes cardiaques qui sont mal réversées ou pas du tout réversées par la transplantation. Il est clair également qu'il y a une amélioration récente des résultats. Donc on dépasse maintenant 80% à 5 ans, on n'y était pas vraiment antérieurement. Et puis on doit sélectionner mieux les patients qui ont des mutations autres que la méthionine 30. Mais il reste quand même un différentiel. Là, l'indication reine, à l'évidence, c'est la neuropathie peu évoluée, méthionine 30. Pour la transplantation isolée, évidemment. La régression des symptômes, donc il y a la littérature, il y a mon expérience, je suis ce type de patient depuis 1993. Je n'ai jamais vu réellement, d'une manière convaincante, régresser les signes. Les patients s'encouragent, oh, je vais moins aux toilettes, j'ai l'impression que ça me brûle moins, etc. Mais j'y crois pas trop et je pense qu'il n'y a aucune étude qui a montré ça de manière très forte. Il n'y a aucune amélioration de la qualité de vie. C'est pas parce qu'ils ne vont pas mourir qu'ils vont trouver ça bien. Non, c'est une détérioration de la qualité de vie, la transplantation. Il n'y a pas d'avantage immédiat à la transplantation hépatique et ça réclame beaucoup d'intelligence et de projection de ces patients. Avoir un gros risque à court terme pour être là dans 10 ans. Alors qu'on a peu de signes, et alors qu'on vous promet des progrès thérapeutiques imminents. Donc ça demande une gestion tout à fait difficile pour les patients, encore plus que pour leurs médecins. Et puis peuvent apparaître des nouveaux signes induits par la transplantation. Non ? T'es pas d'accord ? Donc très souvent, celle qui ne faisait pas d'infection urinaire va en faire pendant 6 mois avec des souches qui vont devenir résistantes. Celui qui digérait bien va commencer à être un peu bloqué du pylore. Et puis la dénutrition préopératoire, post-opératoire est tout à fait néfaste. Et il y a quantité de papiers déjà très anciens, celui de l'excellente série que nous avions fait à Paul Brousse, il y a déjà plusieurs décades, où on voyait très bien l'avenir funeste, malheureusement, de tous ces patients transplantés trop tard, qui marchaient avec des cannes ou qui avaient des incontinences urinaires. Et on voit très bien qu'il faut éviter
de transplanter à un stade trop tardif, et je pense que cela reste une contre-indication. On verra si les nouveaux médicaments peuvent un petit peu modifier les choses. Mais rappelons quand même les grands classiques. Quand il y a une canne, quand il y a le déambulateur, quand il y a l'insuffisance urinaire, quand il y a les diarrhées, la grosse dénutrition, la transplantation va avoir de mauvais résultats. Et on peut se demander, là, finalement, puisqu'on va avoir des mauvais résultats, on peut ne pas transplanter. Ça, c'est en pénurie, c'est un choix parfaitement éthique. Ou alors, pourquoi ne pas transplanter ces patients, s'il n'y aura pas de révolution thérapeutique, évidemment, pourquoi ne pas être transplanté avec des foies refusées par les autres? Et on revient à la boucle, où on raisonne en transplantation toujours en système de compétition par rapport aux autres transplantations, et non seulement à l'échelon du patient. Enfin, c'est mon point de vue que je défends aujourd'hui. La poursuite de la maladie, vous savez que dans les mutations autres que la méthionine 30 et dans les formes de méthionine 30 évoluées, il y a la cardiopathie qui tue beaucoup de ces patients, et que les progrès récents ont été de mieux investiguer les patients pour du cardiologique, de les installer en défibrillateurs et autres appareils électroniques, mais quand même, il y a l'évolution de ces cardiopathies restrictives et qui est un véritable problème. Et là, il ne faut pas hésiter à, sous réserve de l'évolution thérapeutique, des nouvelles thérapies, il ne faut pas hésiter à recourir à la transplantation cardiaque concomitante. Et puis, il y a triste forme oculo-leptoméningée que j'ai vue 2 fois dans ma vie, où le patient, non seulement a une cardiopathie qui se poursuit après sa transplantation, est immunodéprimé, devient aveugle et essoufflé. Donc ça, ce sont des formes tout à fait tristes qui ne sont pas corrigées par la transplantation hépatique, puisque dans la cécité vient de la production de TTR par le système nerveux central, finalement. Alors, quelles sont ces recommandations? J'ai repris le tableau de David Adams pour ses vertus pédagogiques. Je ne suis pas trop d'accord, parce que je pense que c'est un tableau bien compliqué pour dire qu'il faut transplanter que des gens symptomatiques. Ça, on est d'accord. Il faut distinguer les 2 formes génétiques. Je ne suis absolument pas d'accord pour faire une ségrégation des patients sur un âge fixe. Pourquoi pas 69 ans ou 71,25? Ça ne se fait pas. Il n'y a aucune recommandation dans les systèmes d'attribution des greffons qui donne un âge fixe, dans pratiquement aucun pays sauf l'Angleterre. Voilà, ce n'est pas éthique, ça s'appelle de l'agisme. Néanmoins, il faut être réaliste. Quand on est vieux ou qu'on a des contre-indications à la transplantation, ce qui est plus astucieux, eh bien, effectivement, on ne transplante pas et tous les espoirs reposent sur les médicaments. Le grand message de cette diapositive, c'est qu'il faut que tous ces patients soient passés au moins sous un essai thérapeutique avant de les transplanter. Ça me semble tout à fait évident. Ne pas oublier les doubles transplantations quand elles sont nécessaires, et on les a souvent oubliées. C'est extrêmement lourd logistiquement. De greffer quelqu'un, le cœur, double équipe, utiliser le foie domino, c'est logistiquement possible que dans 2 ou 3 hôpitaux en France. Et il faut être pragmatique. Alors, quel donneur pour les transplanter pour neuropathie amyloïde? Alors, il y aurait une manière très pénurie des greffons de dire, ben voilà, ce sont des patients qui n'ont pas d'insuffisance hépatique, ils n'ont pas d'hypertension portale, ils ont un BMI bas, ils auront une chirurgie simple. Pourquoi ne pas optimiser les greffons? Pourquoi ne leur pas donner un greffon partagé, des greffons marginaux, voire même des donneurs vivants? Moi, je ne suis pas tellement d'accord, parce que le système d'allocation actuel est tellement favorable que c'est vraiment chercher des ennuis que de recourir à ces jongleries chirurgicales ou médicales. Et logistiquement, c'est d'une lourdeur terrible. Néanmoins, si le système de l'ABM d'allocation nous poussait, nous incitait, par un système de score, eh bien, on pourrait changer notre fusil d'épaule. Donc pour l'instant, la plupart des transplanteurs en France essayent d'avoir les meilleurs greffons. On est à 12 mois après la promesse de l'expert. On transplante le patient avec le meilleur greffon qui arrive. Quel receveur? Eh bien, je vous l'ai dit, on peut résumer. Actuellement, on donne ces greffons à des mauvais receveurs, des receveurs qui ont des mauvaises indications oncologiques ou une espérance de vie qui est courte en donnant de la pathologie hépatique. Ce n'est pas une très bonne idée. La survie est mauvaise des donneurs de dominos. Et je trouve que c'est finalement bête parce que ce sont des greffons excellents. Donc en conclusion, c'est une bonne indication, le système est favorable, l'indication est posée par le neurologue, et j'espère qu'il n'exclut pas forcément les gens de plus de 70 ans pile. Et par contre, le type de greffon est choisi par les pathologues. Et je dirais que l'utilisation de greffons donne d'excellents greffons, des dominos, ce sont d'excellents greffons, ça ne réduit pas la pénurie, et je pense qu'on pourrait faire quelque chose de mieux que d'utiliser ces greffons pour transplanter des gens qui vont récidiver leur maladie et qui ont une mauvaise rentabilité de la transplantation. Je vous remercie. Merci Cyril.
penses que dans 5 ans, je vais faire le topo, mais est-ce que tu penses que dans 5 ans, on va encore avoir des patients transplantés en termes d'amylose à transthyrétine? J'espère profondément non, même dans 2 ans, même dans 1 an. On a besoin de greffons, on a autre chose à faire qu'à transplanter des patients pour neuropathie amyloïde. Il y a tous les cancers du foie qui explosent. Voilà, non, ce serait une très très belle nouvelle. Très très belle nouvelle, évidemment. Et l'apport des greffons domino, finalement, est presque perverse, je trouve, dans notre système. J'ai du mal à comprendre qu'avec le don familial, Cyril, avec le don familial, on manque à ce point de greffons. Il y a eu 10 greffes à donneur familial en France l'année dernière. Le schéma est toujours le même en Europe. Dès que le premier donneur meurt, le risque de 0,3 pour 1000, le programme s'arrête. Ça s'est passé à Beaujon, ça s'est passé à Boileau, à Lyon, chez le professeur Olivier Boileau. Et donc voilà, les nerfs des Occidentaux craquent. Les nerfs des Asiatiques ne craquent jamais. Donc ils savent. Ah oui, mais ils n'ont pas de transplantation cadavérique. Ils n'ont pas le choix. Voilà, c'est tout simplement ça. Et dès qu'un pays peut avoir des greffons cadavériques, les gens ne veulent pas risquer leur peau pour un donneur vivant. En plus, c'est 0,3% de mortalité, mais c'est 50% de morbidité lourde. Pendant 6 mois, arrêt de travail, en général, du donneur, ce héros. Alors qu'il suffirait peut-être de partager des foies de gens morts au lieu de partager des foies de gens vivants. Et là aussi, une sous-utilisation du split qui réclame une technicité et des chirurgiens, des sabres, comme on dit, des chirurgiens d'exception, et on n'en connaît pas beaucoup par définition. Il faut faire attention de faire l'étude de la mutation chez le donneur.